à toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Nouvelle Ère, nouveau et dernier numéro de cette deuxième saison. Et tout comme l'an passé, nous avons décidé de vous parler de culture. Coup de projecteur donc sur des événements culturels en milieu rural, bien sûr, qui vont émailler notre été breton. Nos invités sont déjà en place, nos reportages sont prêts à être lancés depuis la régie. Nouvelle Ère spéciale rendez-vous culturel de l'été, c'est parti et ça commence avec le sommaire vidéo. Quand faut y aller, faut y aller. Récemment, vous êtes devenue entreprise à mission. Comment ça s'est passé? Disons que c'est une récompense des valeurs qu'on a mis en œuvre depuis 42 ans, à travers soit l'environnement, l'écologie. Effectivement, ici, tout est vert, il y a des arbres partout. On a recréé, je pense, un petit bocage à la porte de Rennes. C'est aussi très important le bien-être des animaux, qui en décline sur le bien-être des humains. Accroche le 34e portrait de Scalp. Il court partout, accroche et décroche des tableaux et sert également à boire. Eric est gérant d'art au bar. Ouvert depuis 5 ans, cet établissement propose régulièrement des expositions d'artistes locaux et chaque œuvre peut être achetée. Un bar, galerie d'art. Un festival qui marque donc l'histoire de la ville et de ses habitants, bien loin de n'être que des observateurs. Cette année, 5000 bénévoles, des locaux, sont à l'œuvre, dont 600 jeunes encadrés par Animage, une association clissonnaise historique, partenaire depuis les débuts du Hellfest. De 6h30 à midi, on vend des petits-déj avec le sourire des festivaliers. Donc là, l'idée, c'est bien ça, c'est de trouver de la convivialité, essentiellement. Et puis, ça permet surtout d'autofinancer tous les projets des jeunes. Donc on va dire que c'est du gagnant-gagnant pour tout le monde. Les arts de la rue étaient peu connus en milieu rural. Et nous, c'est vraiment notre fer de lance. L'entrée est à prix libre, pratique pour attirer un plus grand nombre de curieux. Mais c'est aussi une tradition dans le monde de l'art de rue, un système possible grâce aux quelques 200 bénévoles et sponsors. Nous, en tant qu'administrateurs, on est impliqués dans l'organisation du festival. Demain, nous sommes 4 administrateurs à tenir la buvette une partie de la journée. Aujourd'hui, moi, je vais tenir la buvette aussi. Donc voilà, on est actifs. On n'est pas que financeurs, on est aussi participatif au niveau du festival. Estelle Salin, bonjour. Bonsoir. Vous êtes directrice de l'abbaye de Bon Repos, c'est dans les Côtes-d'Armor, dans le centre-Bretagne. À vos côtés, il y a Jean-Luc Martin, bonjour. Oui, bonsoir à tous. Président des Vieilles Charrues, merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors avant de vous entendre, je vais me tourner vers Jean-Marc Esnault, bonjour. Bonjour. C'est donc un peu une tradition maintenant de parler de culture dans Nouvelle Ère juste avant l'été. Il y a beaucoup à dire sur le sujet et au regard et à la lumière des expériences de nos invités, eh bien, on a encore beaucoup de choses à évoquer. Peut-être commencer, Jean-Marc, par rappeler l'intérêt de développer des politiques culturelles et de l'action culturelle dans les territoires ruraux spécifiquement. Il y a de multiples intérêts à développer l'action culturelle dans les territoires ruraux. Moi, je citerais déjà de manière un peu spontanée comme ça l'attractivité du territoire rural. C'est-à-dire que quand on a un événement culturel d'ampleur. On a le plaisir d'accueillir sur le plateau des représentants d'événements culturels qui ont lieu cet été. Mais on voit bien que ça crée de l'affluence sur ces territoires-là. Donc ça renforce d'une certaine manière l'attractivité pendant cette période-là. Et puis ensuite, parce qu'on y retourne, parce qu'on a découvert un patrimoine, on a découvert un hôtel, un restaurant. Donc ça a un impact en termes d'attractivité, et puis qui dit impact en termes d'attractivité, dit aussi impact d'un point de vue économique. On a des territoires aujourd'hui qui vivent en partie aussi grâce à ces événements culturels, parce que ça génère évidemment du chiffre d'affaires. Nos territoires ruraux ont évidemment besoin de ces événements-là. Et puis on peut citer aussi, la démocratisation de l'accès à la culture. C'est-à-dire que nos territoires ruraux sont des territoires où les équipements culturels sont peu nombreux. Les moyens de l'État sont plutôt centrés vers la capitale, vers Paris, cette ville-monde, et puis de manière un peu secondaire vers les grandes métropoles. Les territoires ruraux sont parfois un peu oubliés de l'État, en tout cas les moyens financiers sont moins importants. Créer des événements comme cela, c'est apporter la culture en direction des ruraux. Et puis ça participe aussi d'une certaine manière d'un rééquilibrage des territoires entre ville et campagne, dans une période où on nous parle assez souvent de fractures sociales, fractures territoriales. Eh bien, ces événements
culturelles ont aussi cette vertu-là. De cohésion. De réduire les fractures. Ouais, exactement. Un mot des acteurs de la politique culturelle en milieu rural. On va aller assez vite, mais là, on parle bien des ministères, finalement. Oui, très exactement. Alors, le ministère de la Culture, ça paraît une évidence. Ce qu'il est peut-être un peu moins, c'est que le ministère de la Culture délègue une partie de cette mission-là au ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et la Forêt, spécifiquement pour les territoires ruraux, qui eux-mêmes travaillent souvent en étroite collaboration, partenariat avec les lycées agricoles, publics ou privés. Ça a été sanctuarisé là aussi dans une loi, en loi Rocard de 82 pour les lycées d'enseignement agricole privé, 84 pour les lycées publics. Et donc ces lycées aujourd'hui ont une mission, au-delà de la formation, de dynamisation des territoires ruraux. Et puis la politique culturelle dans les territoires ruraux, elle se fixe des objectifs, il y a des plans d'action. Oui, il y a un plan d'action national qui vise à développer la culture dans les territoires ruraux. C'est un plan d'action qui se décline en 4 axes, je crois, et 9 domaines d'action spécifiques. Il est très ambitieux. Ensuite, dans la réalité, peut-être que nos invités nous le diront ce soir, mais les territoires ruraux doivent parfois se débrouiller un peu par eux-mêmes, et puis parfois en faisant appel au monde associatif, aux sponsors, au mécénat. Et je crois qu'effectivement, ils ne vont pas nous contredire, nos invités. Alors de l'action, il y en a eu, il y en aura encore à l'abbaye de Bonrepos. C'est dans Centre-Bretagne, près du lac de Guerlédan, en bordure de la rivière du Blavet, Estelle. C'est toute une histoire qui commence au XIIe siècle, avec une légende d'ailleurs qui donne son nom au lieu. Oui, tout à fait. Alors, la légende de Bonrepos raconte que le vicomte Alain III de Rohan, qui habitait avec son épouse Constance de Bretagne dans la forêt de Quénécan, qui se situe à proximité, serait parti sur son cheval chasser le cerf. Et la chasse étant particulièrement fatigante, il serait arrivé dans cette grande vallée dans laquelle nous sommes, l'abbaye de Bonrepos aujourd'hui, et il se serait endormi. Et pendant qu'il dormait, la Vierge Marie serait apparue en songe pour lui inspirer l'idée d'établir ici le lieu de son repos éternel. C'est ainsi que va naître l'abbaye Notre-Dame de Bonrepos, et notamment en fait l'église abbatiale de cette abbaye sera le cimetière des Rohan pendant 13 générations, soit près de 400 ans. Ah oui, on voit que vous avez l'habitude de raconter des histoires, Estelle, c'est tout à fait passionnant. Alors pour faire vite, le lieu donc accueille cette abbaye, et puis tout bascule à la Révolution française finalement. Exactement, effectivement, la fin de la vie monastique, c'est la Révolution française, puis l'abbaye de Bonrepos va être vendue comme bien national, puis peu à peu, en fait, elle va tomber à l'abandon. L'histoire moderne du lieu, il renaît en fait sur un coup de tête presque des habitants du coin. Tout à fait. À la question, allait-elle disparaître définitivement, cette abbaye, après 150 ans? Eh bien, à cette question, 2 copains ont répondu non. Ils se sont dit, demain, on attaque le chantier. Et là, ils ont fait appel à toute une armée de bénévoles, à des chantiers de jeunes, à des scouts, à des agriculteurs. Et ils ont commencé un chantier de défrichage titanesque avant justement d'entreprendre les premiers travaux de restauration. Voilà, une belle histoire qui démarre et qui se poursuit et que vous poursuivez avec l'association des compagnons de l'abbaye de Bonrepos. Donc Jean-Luc Martin, je me tourne vers vous parce que est-ce qu'il est bien nécessaire de présenter encore les vieilles charrues? On peut toujours présenter les charrues parce que le lien là, c'est les mêmes histoires. C'est toujours des histoires d'hommes et de femmes qui décident à un moment donné, non, on va pas laisser les choses comme elles sont, on va pas laisser les choses mourir. Il y a des histoires à raconter, mais il faut se relever les manches et puis on y va. Et c'est la même histoire à Carhaix. C'est sur un coup de tête de quelques personnes qui décident tout d'un coup de dire, non, mais on y va quoi. Vous fêtez vos 30 ans. Et c'est une 30e édition en 2022. Comment finalement, effectivement, Carhaix, une petite commune du Centre-Bretagne, se retrouve un jour à finalement organiser le plus grand festival de France? Comment? Tout simplement, cette histoire, la volonté de quelques potaches pions à Brest qui, l'hiver 91, entendaient parler de la fête des vieux gréments. Puis autour d'une bière à se dire mais nous on n'a pas la mer mais on a la terre, et puis on n'a pas les vieux gréments mais on a les vieilles charrues, donc on va faire la fête des vieilles charrues. Et puis par contre on fera pas ça le même week-end histoire de pas les concurrencer quand même. Non, c'est vrai que c'est dommage. Et puis la première fois c'est à Landelot, donc au bord du canal de Nantes à Brest. Pourquoi? Pour faire un port de pêche.
Enfin, c'est toujours une histoire un peu... Il y a toujours des liens, quoi. Et avec des jeux à la con, lancer de taille botte 42, lancer de cabic avec catégorie bouton en bois, bouton en laiton. Et la première année, c'était que des invités. Et donc forcément, tous ceux qui n'étaient pas invités n'ont pas compris pourquoi ils n'étaient pas invités. Et il a fallu qu'ils refassent ça la deuxième année, avec des courses de chameaux, et là une première scène sur une remorque agricole. Et le lien à la culture, il était déjà directement là, puisque c'est dans un champ. Voilà. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé après la troisième édition? C'est que la municipalité de Carhaix a tout simplement dit, si vous voulez un petit peu plus de place, parce que c'est vrai que le Stang à Landelot, pour ceux qui connaissent, c'est pas très grand. Petit, si vous voulez un petit peu plus de place, à Carhaix, il y a la place du Champ de Foire, qui est énorme. Alors, au regard de ce qui est devenu le festival, c'est vrai que qui était énorme à l'époque. Et puis ils nous ont dit, venez au centre-ville. Et on a donc pour 1995 on a déménagé dans le centre-ville de Carhaix. Et puis ensuite sur le site de Quai Rampuil. Alors évidemment, 30 ans, on ne va pas faire les 30 éditions, mais effectivement... c'est les grosses étapes, c'est ça. Comparaison n'est pas raison, Jean-Luc, mais un autre très gros festival s'est tenu il y a quelques jours en Bretagne historique, du côté de Clisson. Je pense que vous voyez à quoi je fais allusion. Le Hellfest, qui est le plus grand rendez-vous européen des musiques dites extrêmes. Après 2 ans sans festival à cause de la pandémie, l'édition 2022 s'est tenue sur 2 week-ends, 7 jours. Une prouesse de la part des organisateurs qui, année après année, ont à la fois réussi à faire accepter l'événement, populariser le genre musical et surtout fédérer toute une commune autour de lui. Regardez. Clisson, en Loire-Atlantique. 7500 habitants, une architecture italienne, un château médiéval et le Hellfest. 16 ans que chaque année, des centaines de groupes de musique métal viennent du monde entier se produire sur les 6 scènes du site, devant pas moins de 60 000 festivaliers chaque jour, venus eux aussi de loin comme de près, entre amis ou en famille. Ça fait 15 jours là qu'on leur a dit et ils avaient hâte parce qu'on vient faire du vélo les week-ends quand le site est ouvert, mais ils n'ont pas vu avec l'ambiance du Hellfest. Oui, c'est le retour. Retour extrême. On a quand même fait 700 km pour venir, donc motivé, et donc on vient de Belgique. C'est vrai que quand on dit qu'on est de Clisson, tout le monde connaît. C'est le Hellfest, oui, c'est le Hellfest. Voilà, c'est une grande fierté. On est fiers de Ben Barbeau, ce qu'il a fait. C'est génial, quoi. On aurait pu imaginer que les gens étaient un peu violents, ou pas du tout. Il n'y a que de la bienveillance et c'est vraiment bien organisé pour que on soit 4 bien. On est serein. Les décors sont super. L'ambiance est cool et le public est gentil comme tout. Voilà. Et les groupes sont formidables. Créé en 2006 par un enfant du pays, le Hellfest coule aujourd'hui des jours sereins à Clisson, même si au départ le pari n'était pas gagné. Depuis 2012, oui à peu près, c'est totalement admis par la population. Donc il y a eu 5-6 premières années d'observation. Mais pareil, observation ne veut pas dire que c'était pas mal accepté. En tous les cas, aujourd'hui, entre les bénévoles, entre les habitants qui accueillent beaucoup de festivaliers chez eux, c'est une vraie harmonie. Un festival qui marque donc l'histoire de la ville et de ses habitants, bien loin de n'être que des observateurs. Cette année, 5000 bénévoles, des locaux, sont à l'œuvre, dont 600 jeunes encadrés par Animage, une association clissonnaise historique, partenaire depuis les débuts du Hellfest. De 6h30 à midi, on vend des petits-déj avec le sourire des festivaliers. Donc là, l'idée, c'est bien ça, c'est de trouver de la convivialité, essentiellement. Et puis, ça permet surtout d'autofinancer tous les projets des jeunes. Donc on va dire que c'est du gagnant-gagnant pour tout le monde. Enfin, c'est grandiose. Impeccable. Quand on sert les gens, il y a plein d'étrangers et tout, c'est cool de rencontrer des gens. Ouais. Même si tu ne discutes pas vraiment beaucoup, des fois tu discutes un peu, c'est cool. Quoi. On s'investit nous-mêmes, on a un voyage à faire, donc c'est pour ça qu'on vient là et ça permet d'autofinancer notre séjour. Et puis on est au plein milieu du site et tout, donc franchement c'est cool, on est vraiment au sein des festivaliers et tout, et puis une bonne ambiance, moi j'aime bien. Une bonne journée à vous. On est sur le même territoire. Au-delà des bénéfices financiers, ce qui est hyper important, c'est que ça permet aux jeunes de venir partager, de venir prendre des responsabilités, de venir rencontrer des festivaliers de tout âge, de travailler avec des bénévoles de tout âge aussi. C'est vraiment une rencontre. Quand on arrive le premier matin ici au petit déjeuner, qu'on arrive avec les t-shirts rouges sur le camping, les festivaliers les voient arriver, une troupe de jeunes mineurs
Les festivaliers sont un peu surpris et quand on explique du coup que ce qu'ils vont venir consommer le matin, ça aide à financer les projets de jeunes, des jeunes du territoire, ça match tout de suite. L'ambiance est bonne, ça se passe vraiment bien. Les parents aussi, c'est super valorisant. On a plein de parents qui viennent chaque année accompagner leurs jeunes et qui se disent « Ah mais en fait mon jeune il fait ça, il est capable de faire ça. Ah puis à une image en fait ça fait ça ». Clisson a gagné ses galons de Rock City et le fondateur du Hellfest, Ben Barbeau, réfléchit avec la ville à comment faire vivre l'événement au-delà du festival et de sa dimension culturelle. Beaucoup de différences, mais aussi de points communs entre le Hellfest et les Vieilles Charrues, Jean-Luc Martin. Déjà leur attachement à leurs racines et au lieu qui les a vus naître. Oui, complètement. Pas plus tard que jeudi, j'ai passé un moment avec Ben et c'est vrai qu'il y a beaucoup dans l'histoire. Alors c'est pas du tout la même musique, c'est pas du tout les mêmes décors, c'est pas artistiquement c'est complètement différent. Par contre, l'histoire est la même. Ouais. C'est une bande de copains, c'est des gens du territoire qui sont là pour faire rêver le territoire et puis faire rêver, c'est tout simplement proposer des spectacles que beaucoup de gens du territoire n'iraient jamais voir. Prendre le train et prendre l'hôtel pour aller à Paris voir des concerts, faut vraiment être branché musique pour y aller. Tous les publics ne sont pas comme ça. Et le fait de faire venir des grands groupes comme ils font au Hellfest ou comme on fait chez nous, ça permet justement c'est les grands groupes qui viennent en campagne. Et puis, nous, à Carhaix, c'est vrai qu'à 100 km à la ronde, il y a du public. Il y a du public et il y a des gens qui, du coup, se retrouvent à venir voir des spectacles alors que c'est pas du tout prévu comme ça. C'est ce qu'on disait, démocratisation aussi de la culture. Estelle Salin, je me tourne vers vous. L'Abbaye de Maurepas est donc un lieu d'histoire, de patrimoine. En 2017, décision est prise d'investir dans une véritable politique culturelle, finalement. Dans quelle direction et avec quelle ambition ? Alors en fait, tout à fait en 2017, le conseil départemental, qui est le propriétaire en fait du monument, je précise, parce que l'association justement est gestionnaire de toute la programmation culturelle, il a acté la nécessité de mettre en œuvre un projet d'aménagement paysager sur le domaine et il a demandé à l'ensemble des sites culturels départementaux de rédiger un projet scientifique et culturel. Donc c'est vrai que la rédaction de celui-ci, c'est vraiment fait de manière collaborative et participative. Et a permis en fait de proposer en fait un projet qui soit autour de la création contemporaine. Oui. Alors c'est quelque chose qui n'est pas de 2017, qui est existant depuis 2001. C'est vraiment au cœur du projet. Chaque année, nous invitons un artiste en résidence de création. Et comme on parlait de l'homme qui est au cœur du projet, puisque c'est vraiment aussi l'histoire de Bon Repos et l'ADN, c'est que vraiment dans le cahier des charges, l'artiste doit vraiment intégrer les bénévoles dans le travail de création. On propose également des expositions chaque année sur vraiment des sujets universels, originaux. Cette année, c'est Alice au pays des merveilles, donc je vous invite à venir découvrir. On a bien entendu un volet autour de l'événement, avec un gros temps fort, notamment dans le cadre de l'événement Noël à Bon Repos, qui a débuté en 2017 avec 400 visiteurs et nous sommes maintenant à 3500, donc nous sommes très contents. Et bien entendu, qui dit culture, dit éducation artistique et culturelle. Donc nous avons un service de médiation avec des activités qui sont proposées en lien avec le patrimoine, qui soit naturel ou en lien avec l'histoire, en lien avec le bâti, mais aussi tout un travail de médiation qui est proposé en lien justement avec la programmation culturelle, c'est-à-dire la création contemporaine ou les expositions. D'accord, et surtout aussi en direction des jeunes, mais on va en reparler tout à l'heure. Jean-Luc Martin, l'ADN des Vieilles Charrues, c'est revendiqué, c'est vraiment le côté populaire. Quand on vient aux Vieilles Charrues, il faut qu'il y en ait pour tout le monde. Oui, parce que c'est quand on veut faire rêver les gens dans un endroit où c'est pas du tout prédestiné à faire ça, c'est de faire venir des groupes qui vont faire plaisir à tout le monde. Et il faut que chacun trouve son bonheur, au moins sur un spectacle dans un soir. Il y a 20 concerts sur 4 scènes tous les soirs, donc ça fait 80 groupes. Et forcément, si chacun trouve un bonheur à un moment donné sur une scène, va venir.
Et du coup, va pouvoir voir des groupes avant et après qui, je pense, n'auraient jamais été voir de sa vie. Et ça, c'est génial parce que du coup, ça fait découvrir des univers complètement différents. Et quand on est capable de mettre Pierre Perret, Muse ou enfin tous les groupes mélangés, du rap, enfin, c'est vraiment du populaire. On se revendique en plus une musique populaire pour tout le monde. Et il y a un côté aussi intergénérationnel, c'est-à-dire c'est un peu comme au Hellfest, on vient en famille et tout le monde va trouver son bonheur finalement. Par la force des choses, puisque 30e édition, moi j'ai dû commencer il y a 27 ans, donc vous imaginez, j'ai embarqué dans mon cas, mais c'est le cas de centaines de familles qui aujourd'hui œuvrent comme bénévoles sur le festival. Ma maman nous a rejoints tout de suite pour donner la main, mon frangin forcément pareil, et puis du coup toute la famille arrive, mes enfants, et puis maintenant mes petits-enfants, donc, et puis pour rien au monde, il ne serait pas là, quoi. Ouais, et puis pour le coup, le public, c'est aussi pareil. On vient en famille au Vieilles Charrues. Un petit mot sur cet aspect intergénérationnel, peut-être, Jean-Marc ? Jean-Luc Martin on parle très bien. Moi, je trouve que c'est ce qui fait le succès des Vieilles Charrues et c'est ce qui lui donne un caractère un peu formidable. Parce que d'une certaine manière, l'intergénérationnel des Vieilles Charrues, c'est un peu l'intergénérationnel que nous retrouvons aussi dans nos bourgs de campagne. C'est-à-dire que vous allez au bistrot du coin, on va retrouver toutes les générations, aussi bien les petits-enfants, les adolescents, les jeunes couples et puis les personnes un peu plus âgées. Et finalement, cette ambiance-là qu'on retrouve peut-être de manière un peu exclusive dans les territoires ruraux, on la retrouve dans une grosse machine qui est devenue aujourd'hui les Vieilles Charrues, puisque c'est l'un des plus grands festivals d'Europe en termes de fréquentation. Estelle Salin, il y a aussi de l'intergénérationnalité à l'abbaye de Bon Repos, et notamment à travers votre spectacle Son et Lumière qui a commencé, qui a été initié dans les années 80, c'était extrêmement novateur à l'époque, et où là, vraiment, on a encore aujourd'hui plus de 500 bénévoles, des plus jeunes jusqu'aux plus anciens. Oui, tout à fait. Donc, l'association des Compagnons de l'Abbaye de Bon Repos a été fondée en 86. Et au départ, pour animer le lieu, ils se sont dit qu'est-ce qu'on va faire ? Ils ont proposé un premier spectacle avec 40 personnes, des bottes de paille. Et ça a pris. Et du coup, ils ont créé une association qui s'appelle Racine d'Argoat et qui fédère aujourd'hui 500 bénévoles. Donc, ce sont 350 figurants qui sont bénévoles. Sur un espace scénique de 2 hectares. Donc c'est 2 heures de spectacle, c'est absolument magique. Et on raconte l'histoire de l'abbaye. raconte l'histoire de l'abbaye, l'histoire locale, et c'est complètement intergénérationnel. Vous retrouvez les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents, les petits-enfants, et c'est absolument magique et formidable. Voilà, ça crée du lien. Alors des gens qui œuvrent et qui se mobilisent pour faire vivre la culture en milieu rural, il en existe beaucoup, et même si parfois on tente de les dissuader, ou en tout cas sur le papier leurs idées semblent peu réalistes, eh bien ils s'accrochent. Et c'est le cas d'Éric au Minic sur Rance qui en 2017 reprend le bar de la commune mais réserve une partie de sa salle pour accueillir des expositions de street art pour commencer. Reportage Mewen Le Prêtre. Accroche le 34e portrait de Scalp. Il court partout, accroche et décroche des tableaux et sert également à boire. Éric est gérant d'art au bar. Ouvert depuis 5 ans, cet établissement propose régulièrement des expositions d'artistes locaux et chaque œuvre peut être achetée. Un bar, galerie d'art. Bar-galerie, parce qu'un bar tout seul, on fait que boire et ça ne m'intéressait pas. Et une galerie tout seul, on s'embête un petit peu de temps en temps. Alors que bar-galerie, c'est convivial comme dans tous les bars, comme dans beaucoup de bars en tout cas. Et puis on y voit des belles choses comme dans les galeries. Voilà, bar-galerie. Installé au Minic sur Rance, ce concept bar a également surpris par son emplacement. Loin des grandes villes habituées aux galeries, le pari était risqué. Au début, beaucoup de gens nous ont dit ça ne marchera pas, les galeries elles sont à Dinard ou elles sont à Rennes, mais pas ici à la campagne, on n'a pas besoin de culture et encore moins d'art contemporain ici. Et nous on s'est dit si, il y a bien des gens qui peuvent aller se déplacer, il y a plein de festivals de street art qui se passent en campagne et les gens viennent. Quand c'est beau, les gens viennent. Et ce soir, c'est au tour de l'artiste Scalp d'exposer ses tableaux. 19h30, les premiers clients arrivent et Éric va devoir laisser son exposition pour apporter son aide au comptoir. Allez, c'est parti là, le monde arrive et il va y en avoir de plus en plus toute la soirée. Entre les habitués, ceux qui viennent pour le vernissage, ceux qui viennent pour les burgers, voilà, il y en aura toute la soirée. 30 minutes après le début du vernissage, premier tableau vendu, l'événement est déjà une réussite. Ah oui, il est superbe. On y va ? On met une étiquette ?
Tu es d'accord avec moi? Bien sûr que je suis d'accord avec toi. Très bien. Tous repérés par Eric, les artistes locaux défilent chez Arobar. Cette demi-galerie est plébiscitée pour son accessibilité et son ouverture d'esprit. Ça fait bar-galerie, donc c'est plutôt une bonne ambiance, donc moi j'ai rien à faire. Hein. On s'est élargi à des styles beaucoup plus éclectiques. Moi, ce qui m'intéresse avant tout, c'est la rencontre avec l'artiste au-delà du style. Ce soir-là, 3 toiles seront vendues et le reste de l'exposition est à venir découvrir jusqu'au 14 juillet et elle est à admirer sans modération. Voilà, nous allons maintenant parler des moyens, qu'ils soient humains ou financiers, qui vous permettent de tenir vos événements respectifs. Il faut souvent aller les chercher, ces moyens. Les Vieilles Charrues, Jean-Luc Martin, c'est l'un des derniers festivals qui est purement associatif. Ça veut dire quoi, très concrètement ? Ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Associatif, loi 1901, tous les bénéfices restent dans l'association et sont réinvestis dans l'association. Donc on a fait ce choix-là il y a déjà une trentaine d'années. Et on en est fiers parce que le monde culturel, enfin le monde des festivals en Europe a beaucoup évolué depuis quelques années. Et on s'est rendu compte que beaucoup de grands festivals sont en train de se faire acheter aujourd'hui avec les grosses machines de production parce que ils ont trouvé un vrai intérêt de faire jouer leur groupe directement. Nous, on est un peu les Gaulois ou ceux où on a dit non, nous on restera association. Ouais. Et puis je pense que tant que l'équipe actuelle sera là, ça restera comme ça. Et on en est fiers d'ailleurs. Et vos sources de financement, c'est donc la billetterie. La billetterie, la partie restauration sur le site qu'on fait en intégralité. La particularité des Vieilles Charrues, c'est que la restauration et les bars, il n'y a pas d'ambulants. Tout est fait avec des équipes de bénévoles. Et donc forcément, il y a une partie aussi qui vient du mécénat et du partenariat. Et là, c'est un vrai sujet parce que le prix du billet aux Vieilles Charrues, le prix de base, il est de 44 € la journée. Il n'a pas augmenté 10 ans. Ouais. Et c'est un vrai choix parce que l'accès à la culture ne doit pas être réservé à ceux qui ont de l'argent. On a 70 000 personnes par soir, on a 56 000 payants. Un peu plus de 56 000 payants. Et qu'est-ce qui se passe ? On a coincé dans les années 2008-2009 parce que 56 000 par 44, on n'arrivait plus à notre budget. Et à titre indicatif, le budget de 2012 était de 12 millions d'euros. En 2019, il est de 17 millions d'euros. Oui, parce que tout augmente, les groupes sont plus chers aussi. On est passé de 1 million, je crois que c'était 1,7 million en 2012. Aujourd'hui, c'est 4,5 millions d'artistique. Donc forcément... On arrive à maintenir ce budget parce qu'on fait rentrer des partenaires et des mécènes dans la danse. C'est ça, on est allé les chercher. Et puis, à vrai dire, on n'a pas eu vraiment beaucoup de mal parce que c'est vrai que les Vieilles Charrues, les entreprises bretonnes nous font confiance. Et puis, alors c'est assez exceptionnel parce que cette année, vous imaginez, en 2008, on devait faire 400 000 € de partenariat et de mécénat. Et là, cette année, on va dépasser les 3 millions d'euros de mécénat. Donc c'est même hallucinant. On n'ose à peine le raconter parce que ça fait rêver tout le monde. Mais ces 3 millions d'euros divisés par les 220 000 payants, ça fait 12,70 € par personne. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas les entreprises, l'économique bretonne, on serait obligé d'augmenter le prix de 12,70 €. Ouais. Ce qui veut dire qu'il passerait à 57 €. Plus d'accès pour certains. Pour une partie, en tout cas, de la population. Ouais. Estelle Salin, à l'abbaye de Bon Repos, vous le disiez, le site est la propriété du conseil départemental. L'association, elle, gère toute la partie culturelle. Vous avez encore de subventions publiques 45% de votre budget, je crois, et pour le reste. Alors, ces mécènes, ils rentrent aussi dans la danse, ces partenaires ? Alors, bien sûr, pas forcément, pas du tout pour le même montant, mais... alors, on a effectivement, comme vous le disiez, 45% de subventions publiques encore aujourd'hui. Et puis le reste, ce sont aussi des recettes, à savoir toutes les visites du monument. Mais on a aussi une boutique et du mécénat. Le mécénat qu'on a mis en place notamment depuis 2017 avec des entreprises que l'on arrive maintenant aussi à fédérer sur le territoire de plus en plus. Et nous avons aussi des donateurs qui étaient là au départ pour financer les travaux de restauration, puisque, étant donné que l'abbaye n'était pas le propriétaire du département, c'est l'association en fait qui devait trouver des fonds pour financer les travaux de restauration. Et là, aujourd'hui, nous sommes à la recherche aussi de donateurs
pour nous soutenir pour la programmation culturelle et que l'on arrive à fidéliser aussi chaque année. Est-ce que cette question du financement de vos actions, c'est toujours une source d'inquiétude ou de préoccupation, tout du moins, malgré le fait que vous soyez quand même bien implanté dans le paysage, Estelle Ferrin? Bien sûr, puisqu'on n'est jamais à l'abri de baisse de financement public. Donc c'est toujours une forme d'inquiétude. Et puis c'est vrai que dans la part des 45% dont je vous parle, ce sont aussi des subventions sur des projets en fait. Donc on pourrait une année ne pas être financé par exemple sur un projet alors qu'on a justement qu'il est programmé, qu'il est prévu. Donc l'objectif en fait c'est de continuer à conforter la marche culturelle en continuant justement à fidéliser et trouver de nouvelles entreprises justement qui participent en fait au rayonnement du domaine, mais aussi pour le coup du territoire. Jean-Luc Martin, sur cet aspect-là, quand on est les vieilles charrues, on s'inquiète aussi tous les ans, on fait ces fameux calculs. Trouver une entreprise qui investit 17 millions sans savoir du tout qu'est-ce qu'il va vendre, pas simple. Non. Alors tout le monde dit c'est facile, c'est la vieille charrue. C'est pas du tout facile. On est sûr de rien. Il n'y a encore pas si longtemps que ça, on a vécu des années où ça ne vendait pas comme ça devait vendre pour plein de raisons. Donc là, on a de la chance depuis 4-5 ans que ça se passe relativement bien. Mais pour que ça se passe bien, c'est relativement simple. Il faut faire rêver les gens. Donc il faut des têtes d'affiche. Et puis il y a des têtes d'affiche qui font rêver. Et du coup, on a fait, par exemple, quand on a annoncé Céline Dion, on a mis à vendre, ça a duré 9 minutes. Pour vendre. Non, mais c'est un peu hallucinant. C'est-à-dire que c'est même à peine croyable. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Je me rappelle il n'y a même pas 10 ans où on avait dû passer la barre des 100 000 entrées vendues le 14 juillet, c'est-à-dire quelques jours avant d'ouvrir. Et là, je peux vous garantir que là, on ne sait pas du tout comment on va y arriver. Et puis, on a fait des erreurs de programmation il y a quelques années. On apprend tous les ans, et tous les ans, il faut impérativement éviter les erreurs qu'on a fait avant, quoi. C'est ça la force du système, parce que nous, on a 0 subvention. Ouais. Oui, on ne l'a pas précisé, mais effectivement, les charrues ne sont pas subventionnées. Mais c'est un choix. Ouais. C'est un choix. Juste un mot, il y a les mécènes, il y a les partenaires aussi. On racontait l'histoire de cette jardinerie tout à côté de l'abbaye qui vous fournit les sapins pour le fameux Noël à Bon-Repos. Oui, parce que c'est vrai qu'à Bon-Repos, c'est pas forcément que du mécénat en fait financier, c'est aussi du mécénat en nature. Je vous parlais justement du gros événement Noël à Bon-Repos, ça nécessite quand même énormément de sapins. Pour nous, cette jardinerie qui nous soutient chaque année et qui nous ramène une vingtaine de sapins à Bon-Repos, c'est extraordinaire. Et on a d'autres entreprises justement locales qui nous soutiennent en dons en nature. Oui, Jean-Marc, peut-être juste un mot sur cette fédération du tissu aussi entrepreneurial et entrepreneur. On vient de l'entendre, c'est toujours des équilibres financiers difficiles à trouver. On a parlé des ressources, mais il y a aussi le souci pour chacun d'entre vous de minimiser les charges. Et souvent, vous pouvez compter sur les bénévoles, ce qui est aussi une spécificité souvent des événements dans les territoires ruraux. Ce qu'on peut peut-être ajouter sur le volet financement, c'est qu'il y a eu, avec la loi NOTRe, une certaine forme de décentralisation qui donne les moyens aux régions d'accompagner financièrement les événements sur les territoires ruraux. Sauf qu'aujourd'hui, un conseil régional, il n'a pas forcément plus de moyens qu'une métropole. Ça veut donc dire que, de facto, il doit irriguer sur toute une région un budget qui ne dépasse pas celui d'une grande métropole, voire qui est inférieur à celui d'une grande métropole. Ça complexifie en effet la donne pour tous ceux qui veulent se lancer dans les territoires ruraux. Pouvoir compter sur des soutiens matériels, humains ou financiers, c'est donc indispensable pour faire perdurer dans le temps les rendez-vous culturels. C'est en tout cas un pari réussi pour Désarticulé qui fêtait cette année sa 18e édition. Ce festival des arts de la rue s'étend sur 9 communes du pays de Vitré Communauté et de Roche-au-Fay Communauté. À la manœuvre, l'association Rue des Arts, soutenue entre autres par notre partenaire, le Crédit Agricole. « 18 ans d'art de rue et le public est toujours au rendez-vous. Le festival Désarticulé propose encore cette année une multitude d'artistes à venir découvrir. Durant 3 jours, la commune de Moulins, 700 habitants, se transforme au rythme de la musique et des animations. Des spectacles en campagne
qui ont un franc succès. Pourquoi, quand on vit dans une ville, on a accès à une multitude d'offres culturelles et sous prétexte qu'on vit à la campagne, le nombre d'offres diminue et qu'il faut prendre sa voiture, c'est toute une organisation et qu'à l'époque, même encore aujourd'hui, mais les arts de la rue étaient peu connus en milieu rural. Et nous, c'est vraiment notre fer de lance. L'entrée est à prix libre, pratique pour attirer un plus grand nombre de curieux. Mais c'est aussi une tradition dans le monde de l'art de rue, un système possible grâce aux quelques 200 bénévoles et sponsors. Nous, en tant qu'administrateurs, on est impliqués dans l'organisation du festival. Demain, nous sommes 4 administrateurs à tenir la buvette une partie de la journée. Aujourd'hui, moi, je vais tenir la buvette aussi. Donc voilà, on est actifs. On n'est pas que financeurs, on est aussi participatif au niveau du festival. Pas des à-coups, t'es pas un bourrin, hein. Une réussite pour les festivaliers, une réussite pour les organisateurs et une réussite pour les intervenants qui trouvent un cadre idyllique et un public chaleureux. Je préfère jouer effectivement dans des petites villes avec des gens qui s'amusent plutôt que des gens qui ont déjà vu, soi-disant. Déjà vu, un peu lassés. C'est ça, grandir, on se lasse vite. Hein. On est en pleine prairie, on n'a pas eu besoin de mettre de la pelouse synthétique comme en ville, parce que d'habitude on met de la pelouse synthétique. Les gens sont contents. L'association Rue des Arts compte bien revenir en 2023 pour la 19e édition. Mais pour l'heure, 40 troupes et artistes continueront leur tournée dans 9 villages de Vitré Communauté jusqu'au 4 septembre. Alors dans la mesure où vos projets sont associatifs, le bénévolat, effectivement, il joue un rôle particulièrement prépondérant. Jean-Luc Martin, les Vieilles Charrues, 7500 bénévoles pour faire fonctionner la machine. Oui, 132 associations dans tous les domaines. C'est un choix qu'on a fait il y a plus d'une vingtaine d'années et aujourd'hui ça marche bien. Ça marche bien et puis c'est nos meilleurs ambassadeurs puisque c'est eux qui représentent, c'est à eux, c'est leur festival et il est autant aux festivaliers qu'aux bénévoles. Et, des gens du coin. Il y a des gens de partout. On va dire que beaucoup d'associations du centre-Bretagne, évidemment, mais on s'aperçoit que chaque association, il y a des jeunes qui sont partis travailler ailleurs en France, à Paris et puis même à l'étranger, et qui profitent justement du mois de juillet pour revenir passer quelques jours en Bretagne pendant les Vieilles Charrues et du coup rejoignent les associations d'où ils étaient peut-être au départ et voire même reviennent parce qu'ils ont été appelés avec des gens qu'ils connaissaient et ainsi de suite. Voilà, des retrouvailles aussi, c'est prétexte à, tout à fait. retrouvailles. Et la particularité, c'est que depuis 20 ans, on fait un don aux associations. C'est-à-dire qu'on a fait le choix, ça devait être en 2003, je pense, ou en 2004, de dire, quand le festival gagne de l'argent, on fait un don aux associations. Et on a gardé ça depuis. On a même fait les dons pendant qu'on n'a pas joué l'année dernière et l'année d'avant. Mais bon, c'est ça qui permet aussi justement à ces irriguer. Qui ont beaucoup de mal, parce que les petites associations, c'est jamais très simple. Mais là, ça leur donne un coup de pouce, quoi. Estelle, alors comme un fait exprès, mais ça ne l'était pas, vous êtes originaire de Carhaix. Vous connaissez les Vieilles Charrues? Oui, bien sûr que je connais les Vieilles Charrues. J'ai été bénévole pendant quelques années, justement. Quoi à l'abbaye de Bourpeau, bien évidemment, il y a aussi beaucoup de bénévoles. Une trentaine de bénévoles que vous qualifiez d'actifs. Quelle part ils prennent dans le fonctionnement de l'abbaye? Une grande part, parce que c'est vrai que nous sommes seulement 3 salariés toute l'année, ce qui n'est pas beaucoup pour toute l'activité. Des bénévoles au profil différent, comme tu disais tout à l'heure, qui sont vraiment ambassadeurs et pour le coup prescripteurs. Donc des bénévoles qui participent vraiment à la création contemporaine, des bénévoles qui participent au montage de l'expo, des bénévoles qui sont présents pour les événements, des bénévoles qui vont servir le vin chaud pendant Noël à Bon Repos, des bénévoles qui viennent nous soutenir à l'accueil, comme cet après-midi, puisque je me suis libérée pour venir jusqu'ici. Donc c'est vrai qu'on a vraiment besoin d'eux et ça fait vraiment partie de toute manière des valeurs en fait de notre association, que sont la solidarité, l'engagement, le partage, le vivre ensemble, la transmission en fait. Et l'objectif c'est de continuer justement à faire venir ces bénévoles et c'est vraiment comme une famille, je dirais un petit peu. Il y a quelque chose de très fort, en fait. Et les renouveler, sans doute aussi, ces bénévoles, faire perdurer cette tradition dans vos événements respectifs. Ça, c'est un enjeu aussi. C'est un vrai enjeu, effectivement. C'est de pouvoir, justement... Alors, on a de la chance aussi, c'est quand on rencontre des visiteurs à l'accueil.
de pouvoir expliquer justement le projet culturel en disant qu'on associe des bénévoles à nos projets. Et c'est aussi comme ça qu'on recrute des bénévoles. Et bien entendu, le bouche à oreille fonctionne très très bien. Mais on a une chance inouïe en Bretagne, c'est que le bénévolat, il est ancré dans les tripes des gens. Et du coup, on surprend des personnes, lorsqu'ils sont bénévoles, à faire des choses que dans les entreprises où ils travaillent, ils ne feraient pas, quoi. On va dire, la semaine, ils ont mal au dos, au Charru, ils n'ont pas mal au dos, quoi. Non, mais et du coup, il y a de la lumière dans leurs yeux et ils démontent des montagnes. Et quand on en met 7000 à faire quelque chose et qu'ils adorent, c'est toujours pareil. Quand on a envie, on fait des choses même qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas faire, mais l'envie. Et après, pour les assos, ce qui est vachement important, c'est qu'on soit capable de fédérer justement ces bénévoles, de leur faire plaisir, d'aller les voir, de leur dire bonjour, de leur dire merci. Ça ne coûte rien. Bonjour et merci. Et il y a plein d'assos où, malheureusement, ça se passe pas comme ça. Alors, ils s'étonnent d'avoir du mal d'avoir des bénévoles après, quoi. Mais c'est vrai que je rajouterais aussi que ça a été un vrai enjeu pendant ces 2 années blanches. Oui. Ces 2 années Covid, ça a été de comment on garde même le lien avec nos bénévoles sans les actions, en fait. Et de remettre en fait le pied à l'étrier, en fait. Paris réussi. Nous, on a fait des visios où on avait plus de 100 personnes en visio. Je ne sais pas si vous imaginez, tous les assos. On a fait plusieurs fois ça pendant les 3 années, là, parce que c'est la seule solution pour garder le contact, pour leur expliquer ce qui se passe, pour leur expliquer tout ce qui s'est passé, parce qu'on a vécu il y a un an, enfin il y a 1 an et demi, nous on était à moins 1,8 million sur l'exercice, quoi. Je ne sais pas si vous imaginez. Donc, et ben là, tout le monde est inquiet. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut leur expliquer et qu'ils aient des moments où on puisse discuter et leur montrer ce qu'on a envie de faire, quoi. Voilà, clarté, transparence et ça engendre cette fidélisation. Et on a bien compris que pour vos événements, ces bénévoles, ils sont juste indispensables, tout simplement. Je voudrais qu'on parle des répercussions sur le territoire. Le temps file très vite. Jean-Luc Martin, vous venez d'officialiser la société d'économie mixte Breizh Parc, qui va permettre de pérenniser le site des Vieilles Charrues et de le mettre à profit toute l'année et pas que pour vous. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot assez rapidement ? Ça fait 6 ans qu'on est sur cette histoire, quand on a vu que le monde du festival était en train d'évoluer très très vite. Et nous, on a 10 semaines de montage. Là, ça fait déjà presque 3 semaines qu'on a démarré le montage des charrues qui vont se faire le 14 juillet. Donc 10 semaines de montage. Donc vous imaginez, on est dans un monde à parler de l'environnement, à parler des énergies et tout ça. Et nous, on met 10 semaines pour monter notre donc ça ne tient pas la route. Donc l'idée, c'est de pouvoir monter plus rapidement. Et pour monter plus rapidement, il est important d'avoir des installations pérennes, c'est-à-dire les toilettes, l'éclairage, il y a tout plein de choses qu'il faudrait ne plus avoir à monter. Et le gros avantage, c'est si on l'avait fait plus tôt, c'était mieux. Mais bon, le centre-Bretagne, on a des caractères un peu trempés et ça ne se passe pas toujours comme il faudrait. Mais on y arrive, la preuve, avec de la volonté et avec des gens... quand on arrive à mettre des gens autour de la table, ça avance quand même. La région Bretagne, l'association des Vieilles Charrues, la ville de Carhaix. Et la Breizh, donc la société d'économie mixte sur le foncier en Bretagne. Ouais. Donc on a signé une convention, la dernière a été signée lundi. Donc là, on attaque une vraie société qui va justement pouvoir déjà garantir que les Vieilles Charrues pourront se faire à Carhaix sur les 20 prochaines années, alors qu'aujourd'hui on a des conventions annuelles, je ne sais pas si vous imaginez, alors que ça a 30 ans, qui va pouvoir nous garantir les dates, donc on sera sûr qu'on va pouvoir monter notre festival. Et puis surtout avoir d'autres événements tout au long de l'année. Parce que quand on aura monté tout ce qu'on a besoin, à chaque fois qu'il y aura des événements qui vont vouloir venir en Centre-Bretagne, régional ou national, on a le championnat de France de cross l'année prochaine qui va se faire à Carhaix, et il suffira d'ouvrir les endroits, de mettre en... Ce sera vraiment très très simple, quoi. Ouais, et ça c'est important dans l'histoire, et en plus ça va nous faire descendre notre coût de notre budget du festival, donc du coup sécuriser le festival aussi par là même. Jean-Marc Esnault, peut-être une réaction sur cette articulation, on voit cette société d'économie mixte qui se crée. On voit que l'organisation d'un événement comme celui-ci, c'est une organisation toujours très complexe. Le Festival des Vieilles Charrues a une histoire un petit peu longue maintenant derrière elle et se professionnalise au fil du temps. Pour les événements qui sont un petit peu plus jeunes, l'une des difficultés, c'est de trouver l'expertise et l'ingénierie suffisante. Souvent, ça se trouve au niveau de l'échelon intercommunal, mais parfois c'est un peu compliqué à identifier, tirer les bonnes ficelles. Et c'est une vraie complexité pour tous les festivals qui veulent se lancer aujourd'hui dans les territoires ruraux.
Estelle Salin, un mot peut-être des actions culturelles que vous menez avec la jeunesse, puisqu'il y a des partenariats avec des écoles et des artistes. Ça, c'est palpable, ça a des répercussions concrètes sur le territoire sur lequel vous irriguez? Alors oui, je crois que clairement, notamment, on a pu fédérer aussi des centres de loisirs à l'échelle en fait du territoire sur l'événement Noël à Bon Repos. Et ce sont des enfants en fait qui participent en fait aussi maintenant au montage de l'exposition, puisqu'on leur dédie un espace qui est le leur. On propose aussi carte blanche à des écoles locales, et ce sont des enfants qui deviennent pour le coup ambassadeurs et prescripteurs, et qui, fiers de leur travail, vont forcément venir le voir avec leurs parents pendant l'événement. Et des artistes qui vont aussi en résidence dans les écoles et qui finalement initient ce jeune public à la culture. Oui, tout à fait. En fait, en 2009, nous avons répondu à un appel à projet régional sur l'éducation au patrimoine culturel breton. Et nous l'avions proposé de la manière suivante: comment découvrir le patrimoine breton à travers les arts plastiques. Donc nous avons commencé à mettre en place des résidences d'artistes en milieu scolaire. Donc c'est un partenariat entre une structure culturelle, donc en l'occurrence l'abbaye de Bon Repos, un établissement scolaire et puis un artiste. Et donc vous avez un artiste qui est invité en résidence de création dans l'établissement et qui va travailler en fait avec les élèves. Et qui viennent aussi à l'abbaye de Bon Repos. Voilà. Et le dernier en date, c'était un gros projet, c'était juste avant le Covid, on a eu beaucoup de chance. Il s'inscrivait dans la saison France-Roumanie, donc un projet européen. Donc il y a eu un échange. Oui, complètement, entre la Roumanie et puis Mur de Bretagne, qui est situé près du lac de Guerlédan. Donc on était en Transylvanie, donc on a accueilli un artiste roumain en résidence de création dans un collège de Mur de Bretagne. Il y a un artiste français qu'on a fait partir en Roumanie, puis nous avons accueilli des élèves roumains en fait en Centre-Bretagne, et moi je suis partie avec des élèves de Mur de Bretagne en Roumanie, tout ça sur 4 semaines. Voilà, donc une richesse pour ce territoire du Centre-Bretagne. C'est maintenant l'heure de notre chronique portée par Serre France Brocéliande. Nous partons au sud de Rennes avec Juliana qui nous propose un grand bol d'air et la découverte d'activités équestres destinées aux enfants. C'est à Bru que ça se passe. Pour cette nouvelle chronique Serre France Brocéliande, nous laissons la part belle aux animaux. Bienvenue à Fénica, le centre équestre situé à Bru, et nous allons parler avec Isabelle et Nadia qui vont nous raconter ce qui est une entreprise à mission. C'est un peu dur la vie, mais bon, faut y aller. Quand faut y aller, faut y aller. Récemment, vous êtes devenue entreprise à mission. Comment ça s'est passé? Disons que c'est une récompense des valeurs qu'on a mis en œuvre depuis 42 ans, à travers soit l'environnement, l'écologie. Effectivement, ici, tout est vert, il y a des arbres partout. On a recréé, je pense, un petit bocage à la porte de Rennes. C'est aussi très important le bien-être des animaux, qui en décline sur le bien-être des humains. Lorsqu'Isabelle est venue vous voir, Nadia, pour justement cette volonté de faire évoluer le Fénica vers entreprise à mission, comment vous avez accueilli cette nouvelle? J'ai pensé que pour eux, c'était une belle opportunité donc, pour faire valoir donc, leurs valeurs avec des missions qui sont définies donc, dans les statuts, ainsi qu'une raison d'être liée justement à ces enjeux sociaux et environnementaux. Et chez Serre France Brocéliande, vous avez beaucoup d'entreprises qui sont dans ce cadre-là, d'entreprises à mission? Non, c'est la première, puisque l'entreprise de statut en fait est issue de la loi Pacte de 2019, donc c'est un statut très récent, donc c'est une démarche pour Fénica donc très innovante. Je la ramène, comme ça on va laisser la place à... À la base, c'est une aventure familiale créée par Lucien et Suzanne, qui sont à la fois mes parents et qui ont eu la chouette idée à l'époque de créer un endroit privilégié pour les enfants. Quelles sont les activités que vous proposez? On les accueille essentiellement en poney club, donc école équitation les mercredis, vendredis et samedis, les dimanches également, avec des activités à thème. Et également très intéressant dans le cadre de la démocratisation de l'activité équitation, qui malheureusement, on le sait, est un petit peu onéreuse pour les familles et les budgets, à travers les classes de découverte, qui permet à tous les enfants, accompagnés des enseignants et des projets éducation nationale, de profiter d'un bel environnement
parmi les poneys et dans un milieu très naturel. Jean-Luc Martin, je voulais que vous nous disiez un mot des retombées économiques pour le territoire d'un festival comme les Vieilles Charrues, parce que tout ça a été quantifié. Tout à fait. Tous les ans, on essaye de mesurer les impacts du festival, pas toujours en économique, mais des fois savoir d'où viennent les gens, parce que c'est important pour définir la stratégie future. Et on a en 2019, donc la dernière fois qu'on a œuvré sur un festival normal, entre guillemets, les retombées sur le Centre-Bretagne, sur le POER, c'était 5,6 millions d'euros. Et sur la Bretagne de 17 millions d'euros. Donc évidemment qu'on en est fiers, puisque c'est quand même énormément d'argent et qui permet à beaucoup de gens justement peut-être d'arrondir les angles dans le Centre-Bretagne, parce que c'est pas toujours très simple économiquement. Avant de se quitter, je voudrais qu'on dise un mot de cette saison donc estivale qui s'amorce pour vos deux structures. Un peu de fébrilité du côté des Vieilles Charrues. Et oui, 2 ans sans festival, il faut remettre tout le monde d'équerre, je dirais. D'ailleurs, ça fait 3 ans, puisque 2019, 3 années. Alors, j'explique ça en disant qu'un super restaurateur, on lui ferme les clés de sa cuisine pendant 3 ans et on lui dit demain soir, tu as 300 personnes. Bon, il a des sueurs froides. Il a des sueurs froides. Ça revient vite, c'est peut-être comme le vélo, mais nous, c'est un peu pareil. On a 11 000 personnes sur le staff complet des Charrues pour que ça marche. Donc forcément, pour être sûr que tout le monde va être au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes idées, enfin avec les bons gestes, on y travaille depuis plusieurs mois, faire des ateliers, sensibiliser les gens qu'ils étaient peut-être les kings en 2019, mais on va voir ça en 2022. Quoi. Attention, mais... Ouais, il y a toujours le mais, parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Les 70 000 personnes qui arrivent, qui rentrent, en plus on démarre tout de suite avec des Stromae tout de suite. Donc là, il n'y a pas d'erreur possible. On ne va pas faire une réunion la semaine prochaine et faire un plan d'action pour voir si ça marche. Quoi. À l'abbaye de Beaurepos, on n'est pas tout à fait sur les mêmes chiffres. Les 2 années d'arrêt du Covid, forcément, ça a été un coup un peu dur, mais ça a été aussi une bouffée d'oxygène et puis un nouveau public qui vient, qui a une envie de nature, une envie de culture et de patrimoine. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on remarque que la tendance a beaucoup changé. Quand on parle Bretagne, on parle souvent du littoral. Et c'est vrai qu'on a quand même de plus en plus de personnes qui viennent en Centre-Bretagne. Et c'est vrai que l'objectif, c'est quand même quand ils viennent à l'abbaye de Beaurepos, c'est qu'ils restent au moins 2-3 jours sur le territoire. Et nous avons la chance d'être aussi situés près du canal de Nantes à Brest et aussi de la Vélodyssée. Et on a beaucoup de cyclos qui viennent visiter l'abbaye de Beaurepos. Donc on a vraiment un retour aux sources. Une tendance au vert, on est vraiment sur le tourisme vert. Et je dirais qu'une sérénité maintenant, même si bien entendu le Covid est encore présent. Mais je crois qu'après les 2 années qu'on a passées et qu'on voit justement la fréquentation qui est vraiment très bonne, avec, je vous donne une année 2019, c'est-à-dire normale, 2000 élèves par an, bien entendu une chute terrible pendant 2 ans, et là on est à plus de 1400 au 30 juin, donc c'est prometteur, quoi. Voilà, en tout cas on vous souhaite une très belle édition 2022 de vos événements respectifs. Merci à tous les deux. Alors un petit mot d'agenda peut-être, puisqu'au chapitre des événements à noter, il y a la sortie de votre livre, Jean-Marc. Oui, très prochainement dans votre librairie. Entre 2 concerts aux Vieilles Charrues et une visite à l'abbaye de Beaurepos, pensez aussi à lire. Voilà, c'est un moyen de voyager pendant les vacances. On bouquine pendant l'été, on bouquine ce très bon livre. Bienvenue dans la nouvelle ruralité. À noter juste, Jean-Marc, que Campacity, notre lauréat des premiers trophées Coq d'Or, va mettre en place sa marche exploratoire. Alors Campacity est une association qui fait du jumelage ville-campagne et qui va donc relier Saint-Frimbault et le 18e arrondissement de Paris. Une campagne de financement participatif est d'ailleurs en cours. C'était la dernière émission de la saison. Jean-Marc, on se retrouve l'an prochain. Bien évidemment. Encore beaucoup de choses à dire sur ces nouvelles ruralités au pluriel. Merci en tout cas à toutes les équipes de TVR pour la réalisation de cette émission, à The Land pour ceux qui œuvrent à notre accueil chaque mois, et puis bien sûr à vous, public, que vous soyez en présentiel ou derrière vos écrans. On compte sur vous donc à la rentrée. D'ici là, profitez bien de l'été, sortez, bougez, dansez, chantez, visitez et à très bientôt.